Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où je vais du coup revenir sur l'histoire du Kalaktak en tant que tel, étant donné que c'est une créature à laquelle je fais souvent référence, que ce soit dans les JDR ou que ce soit dans le lore, car elle a une importance centrale dans l'univers d'Andaria, du moins dans le continent d'Andaria en tant que tel. Et étant donné que je n'en ai jamais fait spécialement de description, que j'ai parlé beaucoup de son origine, mais de manière éparse en différentes vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tout regrouper ici et expliquer les grandes étapes de la vie, entre guillemets, de cette créature, ses origines, et pourquoi est-ce qu'elle est tant une menace. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur le Kalaktak, c'est que ce n'est pas une créature qui est ancienne. Sa formation en tant que telle date de l'oubli, donc année 1840 au niveau de la timeline, en datation absolue. Bref, une créature qui n'a pas été là longtemps au niveau de la timeline globale, mais qui a été présente dans beaucoup de JDR, car j'ai fait beaucoup de JDR dans la période post-oubli, mais je n'en ai fait que très peu dans la période pré-oubli. Le Kalaktak est apparu à l'oubli, et vous avez un JDR qui décrit totalement cela, qui vous le montre même, qui est le JDR sur l'oubli. Mais plutôt que vous forcer à regarder cela, je vais vous résumer rapidement les événements qui s'y sont produits. Au terme de la guerre entre Essence et Peuple, un événement qui a été forcé par le retrait des cristaux dans le temple des cristaux brisés pour l'utilisation par Eadin et Eywi pour protéger par pur intérêt en fait, que ce soit mercantile ou également curiosité magique, des cristaux ont été prélevés dans le temple des cristaux brisés, qui sont donc les corps des mages qui se sont sacrifiés pour former une espèce de tunnel à énergie, littéralement, afin d'empêcher les démons d'être dans ce monde. Cette vidéo va requérir un certain nombre de bases par lesquelles je ne vais pas spécialement passer, étant donné que là je vais me concentrer uniquement sur le Kalaktak. Donc tout ce qui est sur les démons, qui d'ailleurs de démons n'ont que le nom, je vous invite très fortement, si vous ne l'avez pas encore vu, à voir la vidéo de lore sur les secondes invasions démoniaques que j'ai faite avec Yoka, qui résume extrêmement bien la situation. Le Kalaktak, qu'est-ce que c'est concrètement? Il est issu de la fusion entre, d'un côté, l'essence de la brutalité, et de l'autre côté, une partie d'un éthérien, l'éthérien de l'énergie. Cette fusion a en gros gardé le meilleur des deux, si on peut dire ça comme ça, qu'on a gardé l'immortalité de l'essence et une réserve d'énergie à peu près équivalente à tout ce qui est passé par la faille et qui s'est inséré de force dans cette essence, car on le rappelle, au final, n'a pas spécialement voulu que ça arrive, cette essence. Il n'a pas voulu se faire posséder de base. Toutefois, c'est effectivement une possession, et étant donné que le mental, entre guillemets, de l'éthérien était plus puissant que celui de l'essence, et bien toute résistance de l'essence a été écrasée, son corps a été déchiré, mais certaines caractéristiques ont été gardées, et une part de l'essence reste toujours dans le Kalaktak. Mais étant donné que c'est l'essence de la brutalité, les chances de la raisonner sont extrêmement faibles. La raison pour laquelle justement ce Kalaktak revient tout le temps, c'est parce qu'il est justement immortel par définition. Et il essaie toujours de revenir vers le plan réel, comme toute l'énergie essaie de revenir vers le plan réel, afin d'entrer dans le réel et d'en ressortir, comme l'était la boucle d'énergie au début. L'énergie est dans la poche énergétique, elle rentre dans la poche réelle, dans la poche réelle elle fait un tour, et elle retourne dans la poche énergétique. Imaginez-vous un circuit de courant continu. Voilà. Et en gros, ce que les mages ont fait, c'est qu'ils ont transformé ce courant, ce magnifique circuit continu, ils l'ont coupé, et ils ont fait, ok, maintenant on n'en prend que quand on appuie sur l'interrupteur de l'énergie. Sauf que du coup, ça crée d'autres problèmes, à savoir donc, c'est les volontés de l'éthérien de l'énergie qui veulent s'introduire en Andaria et qui se matérialise justement sous la forme de ces démons. Cette énergie brute, une partie est entrée dans le corps de l'essence, car l'essence se trouvait sur une faille à ce moment-là, qui a été créée par un des mages qui était là au moment de la libération de la maîtresse de l'oubli, et du coup, il s'est retrouvé à s'hybrider avec cet amas d'énergie. J'étais face à lui, il me surplombait de toute sa superbe, et à sa simple vue, mes jambes frémissaient comme feuilles au frimas d'hiver. Alors, je vis ses yeux, qui me renvoyèrent mon reflet, comme un poisson pris au piège regarde le pêcheur,
Il n'est pas au même niveau, voilà tout. Il est ancien, il est absolu, il est éternel. Lorsqu'il ouvrit sa gueule, je contemplais un infini de ténèbres, et ce n'était point là des ombres, mais bien une matérialisation même de l'obscur. À mes yeux s'étendait un plan vidé de sa substance, qui avait alimenté la créature, et qui appelait à s'emplir en retour. Et j'étais là, à contempler le rebord de la ruine. Nous ne pouvions que perdre. Comment gagner contre le néant ? Vous n'avez jamais eu vraiment de description physique fidèle du Galactac, tout simplement parce que, même s'il était toujours présent au fond, même s'il était toujours mentionné, il n'apparaissait que très peu. La seule fois où il est apparu dans un JDR, c'était dans celui où il y avait Erin, jouée par Maël, qui l'a précipité dans les entrailles du monde. Le Galactac en tant que tel est une masse avec un certain nombre de pattes, à savoir 4 ou 8 suivant les moments, un corps oblong, au mieux, c'est la description la plus fidèle que je pourrais en faire, une bouche ouvrant sur possiblement pas grand chose. Selon les légendes, cette bouche mènerait directement à un lieu d'absorption de la matière, donc les habitants d'Andaria le considèrent littéralement comme un trou noir au final, mais techniquement c'est juste une faille entre les plans qui se déplace avec sa bouche en fait. À l'intérieur de lui, il a ingéré la faille dont il est sorti au moment de sa création. Assez complexe à comprendre, mais en gros, imaginez que la faille qui était ouverte sur lui, qui a mené à cet amas d'énergie qui s'est introduit dans l'essence, imaginez que la faille est venue avec tellement l'éclat était puissant, et que cette faille du coup s'est installée à l'intérieur de la créature. Donc, autrement dit, si on est dévoré par le Galactac, on finit littéralement dans le plan énergétique où on meurt tout simplement. Parce que, si vous vous rappelez, une des mentions que j'avais faites à pourquoi est-ce que la magie, il y a eu ce fractionnement, lorsque dans Andaria vous subissez un flux énergétique trop important, votre corps se désintègre. Et là, justement, en gros, ce serait le cas, si jamais vous êtes baigné dans un bain d'énergie, vous mourrez tout simplement. Vous vous désagrégeriez dans ce plan énergétique. En outre, le Galactac, par moments, j'avais un peu décrit comme étant avec des ailes. Plus précisément que cela, ce sont des appendices non formés qui ne lui permettent pas de voler. Il peut juste marcher. Sachez que la taille du Galactac n'est pas spécialement fixée en tant que telle, étant donné que je ne me suis pas encore vraiment plongé sur le sujet, parce que j'ai fait varier la taille au cours de l'histoire du Galactac, en fonction du taux d'énergie qu'il avait en lui. Autrement dit, l'énergie prend de la place, et donc du coup, s'il est gros, ça veut dire qu'il possède beaucoup d'énergie en lui. S'il est plus petit, il possède peu d'énergie en lui. C'est pour ça que je ne vais volontairement pas vous donner une taille précise, mais dites-vous qu'il est, de toute manière, même au plus faible de sa puissance, supérieur à la taille de plusieurs Zéadines, et en largeur, il fait une bonne maison au minimum. Tel un funeste cortège, ses semblables se ruaient vers lui. Cherchant à le rejoindre le plus vite possible, il détruisait tout ce qui pouvait ralentir leur progression, et anéantissait tout ce qui vivait sur la dite voie. Au mépris de tout risque, ils attaquaient avec fureur pour rejoindre cette créature, et c'est bien là ce qui les rendait véritablement dangereux. Une chose que j'avais décrite par rapport au Galactac, par contre, c'était cette fameuse attirance des démons. Les autres démons, en gros, sont des petits fragments d'énergie qui n'ont qu'une très faible volonté individuelle. Dans le sens qu'il n'y a pas d'esprit de ruche, mais il y a un esprit d'attirance. Imaginez que vous mettiez un énorme aimant et plein de petits aimants un petit peu tout autour. Eh bien, les petits aimants vont aller vers le gros aimant. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Tous les démons, en fait, convergent vers le Galactac à partir du moment où il est là. Et c'est ainsi que se forment ces fameuses armées de démons. Sinon, ce ne seraient pas des armées, en fait. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de communication. C'est juste qu'ils sont attirés par le Galactac. Et une fois qu'ils sont en place, étant donné que c'est de l'énergie cristallisée, elle ne peut pas refusionner avec une autre énergie cristallisée. Pour ça, il faut que l'énergie soit fluide, ce qui n'est possible que dans le plan énergétique et pas dans le plan réel. C'est
la règle de matérialisation. Du coup, ça fait que tout simplement, ils restent autour du Kalaktak, au plus proche qu'ils peuvent. Il ne faut pas vous dire qu'une fois qu'ils sont auprès du Kalaktak, le Kalaktak leur ordonne des choses. Non, c'est juste que le Kalaktak a plus de conscience que l'intégralité des démons, et du coup, lui avance dans une certaine direction, avance vers un certain objectif, dont il a même pas des fois spécialement conscience. Du coup, il détruit sur son passage, et les démons qui sont attirés vers lui détruisent aussi sur leur passage. Et c'est ça un des problèmes de lutter contre le Kalaktak en Andaria, c'est que si vous admettez le Kalaktak à un point A, que votre ville est à un point B devant, eh bien la ville va aussi se faire attaquer par derrière des démons qui sont attirés par le Kalaktak. La ville va se faire attaquer de par tous les côtés juste parce qu'il y a le Kalaktak qui est devant. Et du coup, les démons, plutôt que de faire le tour de la ville, eux, ils vont chercher à faire le plus droit possible et donc du coup passer par la ville en la détruisant. Pour continuer sur l'apparence du Kalaktak en tant que tel, j'avais commencé quelques croquis où on voyait des appendices assez grands au-dessus de lui, qui étaient des pseudo-ailes, dans le sens qu'elles ne lui permettaient pas de voler, mais qu'elles lui permettaient tout simplement de donner des... Et en fait, ça va globalement avec l'esthétique de l'intégralité des démons. C'est suivant comment l'énergie s'est cristallisée au moment où elle est rentrée à l'intérieur du réel. Et du coup, elle s'est cristallisée de manière un peu aléatoire, dans le sens que ça fait une créature qui est capable de se mouvoir, mais qui n'a pas spécialement une forme définie. C'est plus une sorte de peau cristalline qu'il a sur lui, partout. En termes de couleur, souvent on pourrait s'imaginer que on est des teintes très sombres, et pourtant ce n'est pas exactement le cas. Même s'il est entouré d'une sorte de nuage de fumée en permanence, qui sont des petites volutes d'énergie qui en fait cherchent à s'échapper du corps massif du Kalaktak. Sa peau est globalement craquelée, elle est noire aux endroits où elle n'est pas craquelée, et aux endroits où elle est craquelée, elle va de teintes en fait de violet très sombre, en passant par du bleu, en allant jusqu'à du orange, puis en allant jusqu'à du jaune et du rouge, tout simplement parce que ces dernières couleurs qu'on voit sont les témoins des restes de l'essence de la brutalité à l'intérieur de la créature. Quant à, si jamais vous regardez la tête, il y a cette ouverture béante qui est la bouche, et au-dessus il y a de nombreux yeux, de différentes tailles. Globalement, aucun d'eux n'a la même taille, et il y a une vingtaine d'yeux au total, dans les périodes où il est entre guillemets bien portant, c'est-à-dire dans les périodes où il a le plus d'énergie, et ça peut descendre à une dizaine d'yeux dans les périodes où il est le plus affaibli. Je vous parle depuis tout à l'heure de Kalaktak affaibli, Kalaktak bien portant. Ce que je veux dire là, c'est tout simplement qu'il y a eu des événements, il y a eu des luttes contre le Kalaktak en tant que tel, pour empêcher tout simplement qu'il détruise l'intégralité du continent d'Andaria. Sachez qu'il y a son apparition donc vers 1800, il a été entravé peu après, il est resté entravé dans un plan pendant... il a été formé vers les années 1800, il est resté pendant longtemps en dormance à acquérir du pouvoir, tandis que la faille continuait à se déverser en lui. Ensuite, prise de conscience totale, il a marché librement aux alentours de Tarak, étant donné que c'était à cet endroit-là qu'il s'est formé. Il a été entravé une première fois. Il s'est libéré de ses entraves. Il a été envoyé dans un plan secondaire pendant un certain temps. Il en est revenu. Il a été ensuite affaibli, et là c'est les événements que nous allons narrer dans Origins. Et là du coup, j'ai balancé un énorme spoil, mais c'est pas grave, ça fait faire beaucoup plaisir aux joueurs. Et ensuite, nous avons, à l'issue de cet affaiblissement, une nouvelle entrave qui se fait un peu plus tard, pour le maintenir en gros jusqu'au moment où, au milieu de l'arc 1, vous avez le Kalaktak qui se libère à nouveau, qui commence à menacer à nouveau, jusqu'à la fin, l'épilogue littéralement de l'arc 2, où vous avez Erin qui le propulse à l'intérieur des entrailles de la Terre directement vers l'emplacement de l'ancien cœur de Oblitera. Et là il y est resté pendant très peu de temps, étant donné que dans les jours qui ont suivi, sur une île située au sud-est d'Aexnos, nous avons nos 4 valeureux aventuriers qui ont balancé l'Arutis, qui est une orbe qu'ils ont fabriquée, qui a pour but de détruire l'entre-deux-mondes. Ils ont balancé cette orbe dans l'entre-deux-mondes, et
La mort de cet entre-deux-mondes a brisé tous les liens entre plan énergétique et plan réel, et en fait la faille qui était restée à l'intérieur du Kalaktak et qui du coup l'alimentait en boucle, s'est tout simplement évaporé et il est resté du coup inanimé à l'emplacement du cœur d'Obliter. Voilà, c'était très dense, j'en ai conscience, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu surcharger plus cet épisode, et que donc du coup je vais l'arrêter globalement ici. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairé sur le lore, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!